Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un avis lecture. Je vais vous parler de 3 romans et 2 graphiques. Je lis pas énormément en ce moment parce que c'est vrai que 3 romans et 2 graphiques en 2 semaines, ça fait pas beaucoup pour moi, mais ça reste de très chouettes lectures et je suis très contente de pouvoir vous en parler. Le premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne l'ai pas avec moi parce que c'était un emprunt de bibliothèque. Il s'agit de The Monsters of Rookhaven de Padraig Kenney. C'est un roman jeunesse, middle grade je dirais, ça se lit facilement à partir de 10-11 ans sans trop de problèmes, mais qui peut être très largement apprécié par les adultes. Dans ce roman, on va suivre 2 enfants, un frère et une sœur, qui après la Seconde Guerre mondiale se sont retrouvés orphelins et se sont retrouvés un petit peu forcés de fuir, je vous dis pas ce qu'ils fuient, et ils vont tomber sur une maison très étrange qui a l'air un petit peu déconnectée du monde aux alentours, et dans cette maison se cache, parce que oui, se cache, une famille très particulière dans la mesure où chaque membre de cette famille a une capacité particulière et ça peut ou non se refléter dans son apparence, et c'est eux que l'on appelle les monstres de Rookhaven. Rookhaven, c'est la maison, et donc cette famille, un peu ce clan, ce sont les monstres. Ils vont être recueillis par cette famille et il va leur arriver tout un tas d'aventures. On va également en apprendre un peu plus sur cette famille, sur ses origines. On se concentre notamment sur la petite dernière, je n'ai plus son nom en tête, je crois que c'est Macy, quelque chose comme ça. On va en apprendre un peu plus sur elle, on va découvrir les secrets que cache cette famille, les secrets derrière l'origine aussi de Macy. Il y a une partie un petit peu horrifique, un petit peu frissonnante. J'ai beaucoup aimé ce livre. Si vous vous souvenez, très récemment, je vous ai parlé de The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. Eh bien, si vous avez lu cet ouvrage, et ou si vous avez lu Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, je crois que c'est le nom de l'auteur, si vous avez lu l'un de ces 2 ouvrages, ou encore mieux, si vous avez lu les 2, eh bien, sachez que The Monsters of Rookhaven, c'est pour moi le croisement parfait entre ces 2 univers. J'ai vraiment adoré, on est sur un petit coup de cœur. C'est un livre illustré, je vais vous mettre là, pendant que je parle, quelques photos que j'ai pris des illustrations. C'est un livre magnifique. Pour tout vous dire, j'hésite à me l'acheter pour le garder dans ma bibliothèque parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est tout ce que j'aurais aimé que soit La maison dans la mer céruléenne de T.J. Klune. Je l'ai trouvé à la fois plus sombre mais aussi plus touchant. Oui, j'avais trouvé La maison dans la mer céruléenne émouvant, mais sur The Monsters of Rookhaven, j'ai trouvé ça plus profond, plus recherché et bien plus touchant. En tout cas pour moi, je ne remets absolument pas en cause les avis des autres, bien évidemment. J'ai trouvé que l'aspect sombre fonctionnait très bien. Il y a également toute une réflexion autour de la guerre, parce qu'on se situe juste après la Seconde Guerre mondiale, comme je vous l'ai dit, et on suit en particulier un jeune garçon qui habite dans le village qui est près de la maison des Rookhaven, et ce garçon, en fait, son père, c'est un petit peu lui qui est chargé de faire le lien, entre guillemets, avec les monstres de la maison, dans la mesure où ils ont un accord depuis des années, et ce jeune garçon, pardon, a perdu son frère pendant la guerre. On suit également d'autres personnages qui ont été affectés par la guerre, donc il y a réellement une réflexion assez, alors pas forcément très profonde, mais en tout cas pour ce niveau de lecture, pour cette tranche d'âge, oui, ça reste un petit peu profond quand même. Il m'a semblé voir sur Goodreads qu'il allait y avoir une suite, et moi j'en suis ravie, vraiment, j'étais très contente de savoir que potentiellement j'allais pouvoir retrouver ces personnages. La plume est très agréable, elle n'est pas forcément accessible aux grands débutants, mais si vous avez déjà lu quelques romans jeunesse en anglais, ça devrait aller, et en même temps elle reste assez qualitative pour être appréciée par des adultes qui ont déjà l'habitude de lire en VO. En attendant, si vous ne souhaitez pas le lire en VO, il vient d'être traduit chez Lumen, c'est aussi pour ça que je voulais le lire rapidement pour pouvoir me faire un avis avant d'en entendre parler un peu partout. Si vous avez l'occasion, tentez, ne serait-ce que pour l'objet livre et la qualité des illustrations, c'est un très bel ouvrage et l'histoire est vraiment très touchante, très douce, ça fait beaucoup de bien. Je l'ai lu en 2 soirs et j'ai adoré, donc foncez. Ensuite, on change de registre et de genre. J'ai lu Times Convert de Deborah Harkness. On est donc ici sur une fiction adulte. On est sur un tome compagnon à la série que vous voyez juste ici, donc la trilogie de All Souls. Et en français, je crois que cette trilogie s'appelle Le livre caché des sorcières. Le livre secret des sorcières. Bref, il y a quelque chose avec un livre et quelque chose avec des sorcières. On est sur une saga à l'origine de romance qu'on pourrait qualifier un petit peu de beat-lit, mais avec un aspect historique très important. On va suivre Diana, qui est une sorcière qui va tomber amoureuse de Matthew, qui est un vampire qui existe depuis des siècles et des siècles. Et on va découvrir tout ce qui va leur arriver, notamment les relations entre les sorcières et les vampires qui sont pas du tout simples. Il y a aussi la présence de Damon dans ces histoires. Il y a
pas mal de manœuvres politiques et comme je vous le disais, il y a un important aspect historique, notamment dans le tome 2 de la trilogie principale. Et dans ce roman, on se concentre sur Marcus. Marcus, c'est le fils de Matthew, dans le sens où c'est Matthew qui a fait de lui un vampire. Marcus, à l'origine, est né aux États-Unis, ou en tout cas à l'origine, ce qui était la colonie britannique, qui est devenue les États-Unis juste avant la guerre d'indépendance. Et dans ce roman, on va se concentrer sur son histoire, sur comment il est devenu un vampire, les difficultés qu'il a pu rencontrer, les souffrances qu'il a pu traverser. Et dans la partie dédiée au présent, en fait, on suit Phoebe, qui est sa petite amie et qui a fait le choix elle-même de devenir un vampire. J'ai pas envie de trop vous en dire pour pas vous spoiler la saga principale. En attendant, si vous n'avez pas lu la saga principale, celui-là se lira très bien parce qu'on a pas mal d'explications sur ce qui s'est passé dans la première trilogie. Et on a également l'intervention dans pas mal de chapitres de Diana, donc le personnage principal de la première trilogie. On suit l'évolution de sa famille, de ses relations avec Matthew, de son rapport à la magie, etc. J'étais très contente de retrouver ces personnages. Je me suis pas tellement attachée à Phoebe, donc la nouvelle vampirette, dans la mesure où elle était déjà mentionnée dans la trilogie principale, mais où elle avait un rôle très très secondaire. Et donc là, en fait, de me retrouver un peu catapultée dans sa romance avec Marcus alors que je ne la connaissais pas vraiment, j'ai eu un petit peu du mal à accrocher. En attendant, j'étais très contente de découvrir le Marcus du passé. Le point commun de tous les livres de cette saga, que ce soit la trilogie principale ou celui-là, c'est que Deborah Harkness a fait un vrai travail de recherche au niveau historique. Il y a des choses très très pointues dans ces livres, celui-là notamment sur la guerre d'indépendance. Il y avait des choses que je ne connaissais pas, donc j'étais contente. De ce point de vue-là, du coup, si vous n'êtes pas franchement féru d'histoire, ça va pas être la saga de romance qui va vous accrocher le plus. Et surtout, si vous souhaitez le lire en VO, je pense qu'il faut réellement un bon niveau. Le style de Deborah Harkness est d'ordinaire assez exigeant, mais quand en plus on est dans le passé, quand il y a un contexte historique, qui a beaucoup d'éléments à ingurgiter entre guillemets, ça devient encore plus difficile si on n'a pas l'habitude. Mais c'est ce qui fait pour moi la force de cette série. Vous le savez, je ne suis pas une grande fan de romance du tout, mais j'aime beaucoup l'aspect historique recherché de cette saga, notamment le tome 2 de la trilogie principale m'avait beaucoup plu de ce point de vue-là. Je sais qu'il y a une série qui a été adaptée à partir de la trilogie principale, je ne l'ai jamais regardée, mais maintenant que j'ai fini l'ensemble des ouvrages, je vais peut-être me plonger dedans, il paraît qu'elle est pas trop mal. Donc voilà, si vous cherchez une bonne saga de romance, mais qui va un peu plus loin que la romance, encore une fois, je ne juge absolument pas les romances qui ne sont que des romances entre guillemets, parce qu'elles ont toutes quelque chose à apporter, mais pour moi, la partie historique, c'est vraiment un plus. Donc voilà, celui-là est très court, il se lit assez bien indépendamment du reste, donc ça peut être aussi une manière de rentrer dans la trilogie principale. Le problème, c'est que ça va vous spoiler quelques événements, et notamment, ça va vous spoiler sur l'aboutissement de la relation de Diana et Matthew, et où est-ce qu'ils en sont dans ce tome. Mais donc voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que honnêtement, j'ai pas non plus grand chose à vous en dire, c'est pas la lecture du siècle non plus. Donc je m'arrête là, mais sachez que d'une manière générale, je vous recommande cette saga. Ensuite, dernier roman de cet avis lecture, il s'agit de Damn Witness de Agatha Christie. On est ici sur une enquête de Hercule Poirot, donc j'ai été très contente dans la mesure où c'était une enquête d'Hercule Poirot dont je n'avais absolument jamais entendu parler. C'est un ouvrage assez court, je crois qu'il fait dans les 300 pages. En attendant, j'ai mis quand même plusieurs jours à le lire, pas du tout parce qu'il m'a pas plu, loin de là, mais parce que j'avais autre chose à faire, j'avais la tête ailleurs. Donc c'était quand même assez agréable d'avoir une lecture facile dans laquelle me replonger le soir ou quand j'avais une pause. On est ici dans une enquête assez classique, mais qui m'a quand même assez surprise. On va suivre Miss Arundel. Je crois que quand je vous avais présenté ce livre dans mon biblio-haul de la semaine dernière, j'avais dit que c'était une jeune fille, pas du tout, c'est une vieille fille. C'est Miss Arundel, c'est une bourgeoise qui a, je crois, environ 70 ans et qui est vieille fille, elle ne s'est jamais mariée, sa seule famille en fait ce sont ses neveux et nièces, tout le reste de sa famille est décédé, il ne lui reste que ses neveux et nièces qui ne viennent la voir que pour son argent, clairement on s'en rend compte très très rapidement, et vit également avec elle, en dehors de ses servants bien sûr, dans la mesure où c'est une bourgeoise, vit également avec elle sa compagne de vie. Vous savez, Life Companion, c'était la mode à une époque pour les dames d'une certaine classe d'avoir une dame qui vit avec elle pour lui faire ses courriers, pour lui faire la lecture, bref, pour lui tenir compagnie, donc sa dame de compagnie. Voilà, c'est ça le mot, je le cherche depuis tout à l'heure, c'est pas sa compagne de vie, c'est sa dame de compagnie. Bref.
Miss Arundel, donc, elle a jamais eu une santé de fer, elle a déjà eu des sacrés soucis de santé, et elle arrive à ses 70 ans, et elle sent bien qu'il faut qu'elle commence à faire un petit peu les préparatifs, c'est-à-dire que, notamment, elle va faire le point sur son testament, et c'est à ce moment-là qu'elle commence à réfléchir sur le fait de devoir donner de l'argent ou non à ses neveux et nièces qui, clairement, n'en ont après que son argent, et pas franchement après la santé ou le bien-être de leur tante. Ils vont venir chez elle un week-end, et il va se passer un incident, elle va tomber dans l'escalier et se blesser, et tout le monde va accuser, et d'ailleurs tout semble accuser, Bob, le chien que vous voyez juste ici, qui aurait laissé traîner sa balle dans l'escalier. Mais Miss Arundel trouve ça très très étrange, elle va décider d'envoyer une lettre à Hercule Poirot, et ce qui va se passer, c'est que cette lettre va mettre plus de 2 mois à arriver à Hercule, et quand il va enfin la recevoir, eh bien Miss Arundel est décédée depuis plus d'1 mois et demi. Il va décider de se charger de l'enquête quand même, parce que pour lui c'est un petit peu un exercice intellectuel, personne ne lui a demandé de mener cette enquête, c'est vraiment pour le plaisir du jeu intellectuel qu'il décide de se lancer là-dedans, savoir si au final, après cet incident avec la balle, est-ce que quelqu'un a essayé de la tuer, comme elle semblait le soupçonner dans sa lettre, ou est-ce que sa mort est un hasard pur et simple. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'est un whodunit, ma foi, tout à fait classique, mais ça marche très bien, Agatha Christie arrive encore à me surprendre. J'ai essayé pendant une bonne partie du roman de démêler le pourquoi, du comment et de trouver qui était éventuellement le coupable ou s'il s'agissait réellement d'une mort accidentelle. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que ça servait à rien, j'ai décidé de me reposer, de me laisser guider, et comme d'habitude, ça fonctionne très bien. J'aime toujours autant le style. Je dois dire que je préfère Hercule Poirot à Miss Marple. J'aime aussi beaucoup Miss Marple, mais elle a tendance à m'agacer un petit peu plus, tandis que j'ai énormément d'affection pour Hercule. Dans celui-là, il est accompagné par Hastings, donc son assistant qui lui pour le coup a tendance un peu plus à m'agacer, et dans la mesure où c'est lui le narrateur, des fois c'est un petit peu longuet, mais c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé, comme toujours, l'esprit, l'humour, les petites piques que Agatha Christie fait passer, notamment vis-à-vis de la noblesse, à travers le narrateur et à travers le personnage d'Hercule Poirot. Bref, c'était très sympa, c'est une lecture qui fait du bien, qui repose en tout cas pour moi, et surtout qui avait l'avantage pour moi de ne pas être une des enquêtes d'Hercule Poirot les plus connues. On passe maintenant au graphique, j'en ai donc 2 à vous présenter. Le premier, c'est le tome 2 de Sabrina, The Teenage Witch, et ce tome 2 s'intitule Something Wicked. On est ici sur l'adaptation de Sabrina en comics la plus récente, c'est une adaptation de Kelly Thompson, Veronica Fish, Andy Fish et Jack Morelli. J'avais adoré le tome 1 l'année dernière, et j'attendais avec grande impatience la sortie de ce tome 2. Maintenant, j'attends avec grande impatience la sortie de ce tome 3, et je n'ai même pas trouvé de date de sortie, donc ça m'inquiète un petit peu. On est ici sur une adaptation de Sabrina qui, pour moi, ça reste personnel, est le croisement parfait entre la série des années 90 que l'on connaît tous avec Melissa Joan Hart, et la série Netflix plus récente, bien plus sombre, bien plus dark, un petit peu trop drama parfois à mon goût. Je n'ai pas fini la série Netflix, j'aimais beaucoup l'esthétique, mais le côté trop dramatique au bout d'un moment m'a fatiguée. On est donc ici sur ce que je considère être le croisement parfait entre les deux, dans la mesure où il y a le côté très mystérieux, un peu sombre, un peu dramatique de la série Netflix, mais l'esthétique et aussi les pointes d'humour et les relations entre les personnages me font davantage penser à la série des années 90. Je vais vous montrer une ou deux planches de celui-là en essayant de pas trop vous spoiler. Hop. J'aime beaucoup l'esthétique, j'aime beaucoup la palette de couleurs, je trouve les contrastes magnifiques, je trouve ça à la fois très punchy et des fois très sombre. C'est vraiment pour moi l'esthétique idéale pour un Sabrina. J'essaye de vous trouver une autre planche qui soit bien représentative de ça. Vous voyez, le jeu des couleurs est fou, ne serait-ce que la couverture ou le dos, ça nous montre bien ça. Au niveau de l'histoire, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que ça vous spoilerait complètement le tome 1. Sachez simplement que comme dans tous les Sabrina, on suit donc une ado qui doit naviguer entre sa vie d'ado normale et sa vie de jeune sorcière qui vit avec ses 2 tantes. On a une histoire de triangle amoureux, elle doit gérer aussi des amitiés qui sont pas forcément simples, et ce que j'aime beaucoup dans cette adaptation, c'est qu'il y a un petit côté enquête. On a à la fois une enquête un peu propre à chaque tome et aussi une sorte de fil rouge qui semble se dessiner depuis ce tome 1 et qui à mon avis va se poursuivre sur encore plusieurs tomes. Bref, c'était très sympa. Si vous ne lisez pas en anglais, ça reste accessible, c'est vraiment du comics
destiné aux ados et c'est pas très compliqué, il n'y a pas énormément de texte, donc ça se suit sans trop de problèmes. Et sinon je sais que le tome 1 a été traduit, donc laissez-vous tenter, c'est vraiment une très chouette adaptation je trouve. Et on finit par le deuxième petit graphique que j'ai lu hier en peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, mais qui m'a fait beaucoup de bien, il m'a fait très chaud au cœur. Il s'agit de Cody de Jared Cullum. On est ici sur un graphique destiné à la jeunesse clairement, mais pas que, ça peut se lire parent-enfant ou ça peut se lire juste en tant qu'adulte. C'était vraiment un petit bonbon, c'était très chou. On va suivre Katia, donc la petite fille qui est juste là, qui va partir en vacances avec sa grand-mère. On ne sait pas ce qui est arrivé à ses parents, mais j'ai clairement l'impression qu'elle vit toute seule avec sa grand-mère à temps plein. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils travaillent ou s'ils ne sont simplement plus là, mais donc voilà. Elle est toute seule avec sa grand-mère et Katia, elle n'a pas forcément une vie très facile, elle a très peu d'amis, notamment les autres enfants, les autres ados se moquent d'elle parce qu'elle passe son temps à lire des comics et donc elle se fait traiter de geek, de nerd, bref, vous avez compris l'idée. Et elle part en vacances avec sa Mima dans la forêt, dans la région de Seattle, donc au nord-ouest des États-Unis, et elle va rencontrer Cody, c'est un ours qu'elle va appeler Cody, c'est un ours Kodiak, c'est son espèce, et elle va le surnommer Cody. Ils vont devenir très amis et passer beaucoup de temps ensemble le temps des vacances, sauf que Katia doit rentrer à Seattle avec sa Mima. Le problème c'est qu'elle va beaucoup manquer à Cody et il va se mettre en tête de la retrouver et donc se mettre en route pour Seattle. Je vous en dis pas plus, c'était vraiment trop mignon. C'est un graphique qui fait 160 pages mais qui a extrêmement peu de texte. Vous avez des pages comme ça par exemple où vous avez une ou deux bulles de texte, pas plus. J'ai beaucoup aimé le style, c'est de l'aquarelle avec ensuite un ancrage notamment sur les personnages ou sur certaines parties du décor, mais en général ça reste assez flou, assez doux. Même quand il y a des plans sur la ville, vous voyez que ça reste assez flou, assez épuré. J'ai beaucoup aimé le style, j'ai trouvé ça très mignon, très touchant, vraiment, j'avais même une petite larme à l'œil à un moment. J'ai adoré les personnages, notamment le personnage de Meima, mais parce que, qu'est-ce que vous voulez, moi j'ai toujours une faiblesse pour les personnages de grand-mère, c'est comme ça, en général ça marche très bien avec moi. Bref, c'était la petite lecture qui fait beaucoup de bien, que ça soit pour vous, vos enfants, vos jeunes ados, écoutez, foncez. En plus, je crois qu'il vient d'être traduit, je dis peut-être des bêtises, si c'est le cas, je me serai corrigée en barre d'infos, mais donc voilà, foncez, c'est une lecture qui prend vraiment pas de temps, mais qui fait beaucoup de bien, et je trouve qu'elle était parfaite pour faire la transition entre l'hiver et le printemps, c'est ce genre de petite lecture dont j'avais besoin. Eh bien écoutez, c'en est tout pour cet avis lecture, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à venir me dire si vous avez lu certains de ces livres, est-ce que vous en avez pensé, ou alors si certains vous font envie. Pensez également à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, c'est vraiment important pour moi et pour YouTube. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou éventuellement à recommander cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire, moi ça m'aide beaucoup. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Ciao!